Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus. 9h20, merci d'être avec nous. Y a-t-il une erreur qu'ils n'ont pas commise aux éditions Albin Michel? C'est le livre qui cartonne du professeur Christian Perron qui est avec nous ce matin. Bonjour, vous êtes chef de service des maladies infectieuses de l'hôpital de Garches. Oui, bonjour à vous, professeur Perron. Ouais. Vous êtes mis à dos d'ailleurs beaucoup de gens de la profession, hein, non? Vous leur parlez encore ou pas? Oh, mais je veux bien en parler. J'ai l'habitude parce que c'est un combat que je mène depuis des années sur la maladie de Lyme chronique et j'ai déjà eu toute la profession sur le dos. Alors, ce qui est paradoxal, c'est que moi, j'étais un homme du système. J'ai travaillé pendant 15 ans pour le ministère pour gérer tout un tas de crises sanitaires. J'étais président du collège des professeurs de maladies infectieuses. J'étais président de commission à l'agence du médicament, au conseil de la santé publique. Et là, aujourd'hui, je m'aperçois que le système est en train de dérailler. Et c'est pour ça que peut-être que ça agace mes collègues, étant complètement dans le système. Et avant, ils m'adoraient, ils m'élisaient comme président, et maintenant, ils disent Perron, il déraille. Oui, parce que vous accusez certains de vos confrères d'avoir privilégié les intérêts des laboratoires au détriment de la santé des Français. Moi, j'accuse personne. J'ai juste cité des faits qui sont publics sur Transparence Santé, certains collègues ont touché beaucoup d'argent dans le dossier pharmaceutique et se permettent de prendre des positions publiquement dans les médias, voire siéger dans des commissions au conseil scientifique de l'Élysée ou au conseil de la santé publique, alors normalement, c'est totalement illégal. Au Conseil de la santé publique, je l'ai présidé pendant 15 ans, les commissions. Bon, avant, ça ne s'appelait pas le Haut Conseil, ça a changé de nom en cours de route, mais ça ne change rien. Il y a des chartes qui disent à chaque réunion, toute personne qui a un conflit d'intérêt majeur doit se retirer de la discussion, ne doit pas participer au vote. Et pourtant, là, quand on regarde les avis du Haut Conseil de la santé publique, les personnes, il y en a plusieurs qui ont des très forts conflits d'intérêt. On continue à siéger. Il n'y a même pas eu de vote. Tout est illégal là-dedans. Il n'y a pas eu de vote, il n'y a pas eu de déclaration des conflits d'intérêts. Donc tout est en contradiction avec le fonctionnement normal du Haut Conseil. Et c'est sur le Haut Conseil de la santé publique, sur son avis, que Olivier Véran a dit par exemple la chloroquine est interdite. Donc il y a beaucoup de choses illégales et je ne comprends pas qu'on est en République. Il y a des règles et ce n'est pas respecté. C'est ça qui me révolte. Oui, mais vous parlez de règles et de non-respect. Vous dites aussi, vous dites que la procédure a pris le pas sur l'urgence. C'est-à-dire que vous reprochez au gouvernement d'avoir pris et d'avoir suivi des procédures qu'on exige naturellement. Et dans cette crise, vous dites, oui, ils auraient dû y aller sans même attendre justement la validation ou pas. C'est-à-dire que j'ai l'impression que vous dites l'inverse de ce que vous leur reprochez. Pas du tout, parce que moi, c'est moi qui ai écrit, avec des collègues, je n'étais pas tout seul, on a écrit le règlement intérieur, les chartes du Conseil de la santé publique et des procédures d'urgence qui sont tout à fait dans les textes. Vous savez, quand il y a des avocats qui ont attaqué au Conseil d'État en disant le Haut Conseil n'a pas respecté les règles, le Conseil d'État a retoqué ça en disant mais non, mais il y avait urgence sanitaire, donc il pouvait se passer des règles. C'est faux, puisque c'est écrit en toutes lettres. Moi, j'ai déjà été confronté à ça il y a des années quand j'étais aux manettes, je dirais. Un ministre pouvait nous demander un avis pour le lendemain. Et on faisait ça dans les règles. Si tout le monde ne pouvait pas se déplacer, on faisait une réunion par téléphone ou vidéoconférence. On envoyait un projet d'avis par mail le soir même. Tout le monde faisait des corrections et en quelques heures, c'était validé. Il y avait un vote, il y avait une déclaration des conflits d'intérêts. Tout ça se faisait dans les règles. Là, on est passé au-dessus de toutes les règles. Ça s'est fait comme ça, à la sauvette. Et si vous regardez les avis du Haut Conseil de la santé publique, il n'y a même pas eu de vote, il n'y a même pas eu de réunion de la commission. C'était un groupe de travail avec des membres du Haut Conseil, des membres qui n'étaient pas du Haut Conseil. Tout ça, c'est du grand n'importe quoi. Je ne comprends même pas comment le Conseil d'État peut cautionner ça. C'est totalement illégal. Oui. Et quand Olivier Véran dit les liens d'intérêt, c'est naturel, c'est normal. Non, les liens d'intérêt sont OK, j'accepte, mais pas les conflits d'intérêt. Si on a touché plein d'argent de l'industrie, et avec un sujet qui est à l'ordre du jour, on se retire. On n'a pas le droit de siéger, on n'a pas le droit de voter. Et ça, c'est totalement illégal. Alors, revenons-en quand même aux questions en fait du moment d'actualité. Bon, ça, vous en avez beaucoup parlé. Est-ce qu'il y a vraiment un rebond actuellement de l'épidémie, professeur Perron? Il y a 8000 personnes positives à peu près, là, entre 20 et 30 morts par jour, c'est ce que l'on donne, et 5000 personnes hospitalisées, 5 à 600 en réanimation. Ça, c'est une reprise de l'épidémie. Il y a une petite reprise et il y a un rebond, parce que quand on a confiné toute une partie de la population pendant des mois,
avec toutes les circulations des vacances, les gens qui revenaient de l'étranger, etc. C'est un petit peu naturel. Les gens qui n'avaient pas été confrontés au virus font l'infection actuellement. Mais il faut raison garder. C'est pas une immense deuxième vague. Quand on regarde les chiffres, on avait un immense pic avec une vague terrible, et puis maintenant on est dans des vaguelettes. Je suis pas un dénégateur. Si jamais dans 15 jours c'est la catastrophe, je changerai totalement de discours en disant bon allez, ok, il faut prendre des mesures plus coercitives. Là, on prend des mesures coercitives sur pas grand-chose. Regardez, j'étais à Strasbourg samedi dernier avec Martine Vonner et puis le président de la conférence des doyens. Il y avait eu juste quelques cas d'hospitalisation dans la semaine dans les Bas-Rhin. Et la préfète a pris un arrêté qu'il fallait interdire, port du masque obligatoire. Oui. Le Parlement de Strasbourg est arrêté. Moi, je trouve ça très choquant. On est en train de museler le Parlement de Strasbourg en disant parce qu'il y a eu quelques cas de Covid dans la ville. Ça devient du délire. À Marseille. Oui, mais c'est aussi le confinement, vous l'avez dit, et puis les mesures, les gestes, l'ensemble des gestes barrières qui ont permis aussi de contenir cette épidémie. Donc c'est peut-être ce qu'il faut faire encore de nouveau, non ? Ça a permis de contenir, mais le confinement généralisé n'a pas été une chose bonne. Je l'ai dit depuis le début, il fallait faire un confinement ciblé. Les mesures doivent être ciblées, que ce soit les masques, les tests, on ne fait pas ça n'importe comment chez tout le monde. Les pays qui n'ont pas confiné, quelquefois il y en a qui ont pris un peu des risques, il y a eu plus de cas qu'ailleurs, mais finalement, au bout du compte, les résultats ne sont pas si catastrophiques que ça. La petite vaguelette qu'on a actuellement, c'est la conséquence du confinement généralisé, puisque beaucoup de Français n'ont pas été en contact avec le virus, ils le sont maintenant. Fort heureusement, le virus est en train de perdre de sa virulence, donc les cas qu'on voit maintenant sont moins graves. On en a dans... Mais ça, c'est exact que le virus perd de sa virulence. Non, il y a certains professeurs qui disent c'est pas vrai, qu'il est toujours... Qui me montrent les données. Mais qui croient, en fait. Non, mais alors, dites pourquoi vous pensez qu'il a... Didier Raoult a dit jusqu'au mois de mai-juin, il y avait une seule souche très homogène qui circulait en France. Maintenant, il a plusieurs variants qui ont perdu des morceaux de ce qu'on appelle le génome, c'est des morceaux de gènes du virus. Il est moins virulent, mais on le voit dans les hôpitaux. Les malades qu'on a aujourd'hui sont... Il y a quand même encore des formes graves. Il y a des morts encore. Bien sûr, il y a 20, 30 morts, ça dépend des jours. Il y en avait 5 l'autre jour, 30 aujourd'hui. Bon, ça, c'est quand même dans des zones très, très raisonnables pour une épidémie. Je ne suis pas un dénégateur, je ne dis pas qu'il n'y a pas encore l'épidémie, qu'il n'y a pas des morts, mais on prend ça en prétexte pour être catastrophiste. Moi, j'ai regardé ce matin en arrivant les données des Bouches-du-Rhône. Il y a 60 malades en réanimation pour toutes les Bouches-du-Rhône. Un département entier, il y a quand même beaucoup de monde dans les Bouches-du-Rhône. Hier, j'ai appelé mes collègues à Marseille. Ils m'ont dit, sur les 60, il y en a 40 qui sont à Marseille. Sur les 40 de Marseille, il y en a 20 à Assistance publique Hôpitaux de Marseille. Et l'IHU est un des éléments d'Assistance publique Hôpitaux de Marseille. Donc, quand on regarde avec un peu de recul, on se dit... bien sûr qu'il y a l'épidémie a un peu réaugmenté, il y a un peu plus de patients en réanimation, mais c'est pas la catastrophe qu'on a vécue il y a 3 mois où les réanimations n'avaient plus de place. Voilà. Ouais. Bon, on va voir dans un instant quel est le profil aussi de ces gens, parce que c'est ça qui est important aussi de dire, et puis toutes les questions qui en découlent. Et vous continuez de nous appeler professeur Perron. Et vos appels au 0826 300 300, on vous attend au standard et on revient tout de suite. Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus. 9h32 et on parle de cette deuxième vague du Covid-19 avec le professeur Christian Perron pour celui il y a une deuxième vague, parce que c'est une vaguelette, nous a dit le professeur Christian Perron. C'est parce que tout le monde dit, en tout cas c'est ce que me dit le professeur Perron ce matin avec nous. Y a-t-il une erreur qu'ils n'ont pas commise aux éditions Albin Michel ? Oui, absolument. Et donc, on était sur les cas tout à l'heure. On disait il y a une vingtaine, une trentaine de morts parce qu'on dit qu'il y a justement un rebond ou pas de l'épidémie. Quels sont et vous nous parliez des personnes qui étaient en réanimation là avec vos collègues de Marseille ou ailleurs. Quelles sont ces personnes ? Quel est le profil ? Parce que bien souvent, on n'en parle pas en fait. Alors aujourd'hui, les personnes qui sont dans un état très grave sont des personnes très âgées qui n'ont pas eu accès aux soins avant d'arriver à l'hôpital, ou des personnes un peu plus jeunes mais qui ont beaucoup de maladies favorisantes, des cancers, ou l'obésité, l'hypertension, qui sont des facteurs connus pour favoriser la maladie. Donc on a l'impression qu'aujourd'hui, les personnes un peu plus jeunes qui sont très malades ont beaucoup plus de facteurs de risque qu'il y a 3 mois où on voyait des gens jeunes qui n'avaient pas trop de facteurs de risque, quelquefois aller en réanimation. Donc je ne suis pas un dénégateur, l'épidémie est encore là, il y a des cas, il y a des morts, il n'y en a pas beaucoup. Et puis en plus, quand je discute avec mes collègues réanimateurs,
Il y a une époque où la réanimation, on pouvait presque pas y accéder, c'était saturé, il y avait des malades partout. Heureusement, dans mon hôpital, je salue mon collègue chef de service de la réanimation, le professeur Gilles Yanan, il a toujours eu un discours très éthique en disant on fait pas de sélection sur l'âge, et ça, je dois dire que je lui suis très reconnaissant. Ça n'a pas été possible partout en France. On a rejeté des malades, on les a refusés en réanimation. Aujourd'hui, il y a la capacité en réanimation d'accueillir tout le monde. Donc il y a peut-être plus de passages comme ça de gens qui sont peut-être un peu moins sévères qu'il y a 3 mois. Et quand je discute avec mes collègues en réanimation, vous savez, en réanimation, le but c'est de vous mettre un tube dans la trachée, de faire la respiration artificielle avec un ventilateur et une machine. Beaucoup moins de gens qui passent en réanimation sont sous machine actuellement. La plupart, ils sont sous surveillance renforcée, oxygène à forte dose. Alors, ils vont en réanimation parce qu'ils sont un peu dans un état limite. Mais c'est pas les mêmes malades qu'il y a 3 mois. Ils sont quand même globalement moins sévères. On voit d'ailleurs que le nombre de décès sur toute la France, même si un jour c'est 5, un jour c'est 10, un jour c'est 20, un jour c'est 30, c'est pas énorme. Avant, il y avait 500 décès tous les jours. À l'étranger, c'est un peu la même chose, d'ailleurs, chez nos voisins. Bon, on s'est remonté un petit peu plus en Espagne, mais globalement, il y a quand même beaucoup moins de malades, quoi. C'est partout. Victimes. Quand on regarde la létalité dans le monde entier, elle est en train de baisser. On a vraiment l'impression que le virus perd de sa virulence. Alors, en Espagne, il y a un rebond qui est incontestable. Ils ont plus de cas, ils ont un peu plus de passages en réanimation. Ils ont quelques dizaines de morts par jour, un peu plus qu'en France. Mais vous savez, tous les ans, si on faisait le même enregistrement de cas sur n'importe quel virus respiratoire, on en aurait autant ou plus. Là, pourquoi on focalise sur ce virus qui est devenu un virus pour l'instant? Peut-être que si le virus mute et qu'il devient très dangereux dans 15 jours, je dirais totalement le contraire. Oui, parce que vous dites là, il a perdu de sa virulence, mais alors il pourrait, ça c'est parmi les problèmes. Pour l'instant, ça s'est jamais vraiment vu dans l'histoire, mais si ça se produisait, je serais prêt à changer de discours. Moi, ce que je reproche un petit peu aux autorités, au conseil scientifique, il faut s'adapter à la situation, il faut être pragmatique, il ne faut pas prendre des mesures totalement disproportionnées. Oui, mais après, on leur dit qu'ils n'anticipent pas, donc c'est un petit peu compliqué. En tout cas, on va au standard, au 0826 300 300 avec Mohamed qui nous appelle de Perpignan. Bonjour Mohamed. Oui, bonjour à vous, bonjour aux professeurs, aux auditeurs. J'aurais 2 questions à poser au professeur. Est-ce qu'on ne va pas trop vite pour le vaccin puisque le virus est en train de muter et de faire un vaccin qui peut-être n'est pas adapté? Et ma deuxième question, je vois quand même dans les lycées, les collèges et les écoles primaires, les gamins qui ont le Covid, on veut les laisser à la maison, alors que peut-être il y a autre chose à faire. C'est des regroupements de tous ces enfants qui ont le Covid dans des salles communales où il y a beaucoup de locaux qui sont modulables, où ce qu'on peut embaucher des gens et puis des profs qui sont malades, travailler par visio, ça coûte rien. Et au moins, ils ne prendraient pas du retard. Et les parents pourraient aller au travail et sans être au chômage. Alors, ils ont du mal à joindre les deux. 2 questions pertinentes. Mohamed, la première, les vaccins. J'ai pas de casque, j'ai pas bien entendu la première. Alors la première, c'est sur les vaccins. Donc, est-ce que là, on va pas trop vite pour créer un vaccin, sachant que le virus est en train de muter, comme vous avez dit. Enfin, en tout cas, il bouge. Si jamais le virus devenait très virulent, un vaccin serait indispensable. Mais faut raison garder. Je suis pour qu'on continue la recherche sur les vaccins. Je ne suis pas anti-vaccin. D'ailleurs, j'étais président du comité technique des vaccinations pendant 15 ans au ministère. J'ai toujours défendu la vaccination, donc on ne peut pas m'accuser de ça. Là, je dis simplement, vouloir imposer un vaccin fait à la va-vite en 3 mois, sans aucune sécurité, on ne sait pas trop comment il est fabriqué, etc., et avec des processus accélérés, le ministre qui nous dit que tout le monde sera vacciné au printemps. Là, pour moi, on est dans le délire, alors qu'il y a quelques dizaines, je suis désolé pour ces dizaines de morts, bien entendu, mais on n'a jamais comme ça imposé une vaccination à une population entière pour une mortalité aussi faible. Donc, ça s'est jamais vu dans l'histoire. Donc, AstraZeneca a fait une pause, justement, voyant qu'il y avait quelques dangers. Parce qu'ils ont eu un problème majeur. Chez les, je suis très heureux que l'industrie pharmaceutique fasse une pause. Oui, mais quand on se mobilise aussi, c'est bien. Si Sanofi et d'autres se mobilisent. Je ne suis pas contre la mobilisation pour les vaccins. Je ne suis pas du tout anti-vaccinal. J'étais toujours, toute ma carrière, j'étais pour les vaccins. Mais il ne faut pas se précipiter, faire ça n'importe comment pour une épidémie qui aujourd'hui
ne tue pratiquement plus les gens dans la population générale. Ah oui, mais si elle repart dans 2 mois, dans si un elle an. repart, je suis d'accord pour qu'ils continuent la recherche, je n'ai pas dit ça, mais il ne faut pas qu'aujourd'hui les autorités nous disent on va vacciner tout le monde de façon obligatoire si on reste dans la situation actuelle. Si la situation change dans 3 mois, je changerai de discours, bien entendu. Donc continuons la recherche, mettons au point les vaccins, mais attention dans la façon de les utiliser. Et Élodie qui est avec nous. Attendez, la question quand même peut-être aussi sur les enfants. Sur les enfants, ce que vous vouliez poser comme question Cécile, c'est-à-dire quand il y a des cas de Covid en classe, est-ce qu'on doit regrouper les gamins qui sont positifs dans un même endroit? En fait, c'était la question de tracer, isoler, tester, tracer, isoler. Attention ce qu'on appelle les cas positifs, parce qu'aujourd'hui, on fait 1 million de tests par semaine. Moi, j'étais très nuancé quand j'ai dit, parce que n'importe quel test PCR, c'est le test où on cherche le virus dans le nez. Pour n'importe quelle maladie, il y a au moins 3% de faux positifs. Ça, c'est pas la faute des experts. C'est les limites de la technique. On sait qu'il y a 3% des cas où vous rend un test positif, alors que vous êtes négatif, vous n'êtes pas malade. Donc 1 million de tests par semaine, ça fait déjà 30 000 faux positifs de gens qui sont dépistés avec la maladie qui ne l'ont pas. Je suis très modéré. Raoult a comparé ces tests avec d'autres tests. Il dit que c'est 20-40% des tests qui sont faussement positifs. Une université américaine très prestigieuse vient de publier que 90% des tests, alors c'est peut-être pas les mêmes qu'en Europe, sont faussement positifs. Donc, on est en train de générer une fausse épidémie de dizaines de milliers de gens qui n'ont pas du tout la maladie, qui sont des sujets jeunes, en bonne santé, qui vont très bien. Donc ça veut dire, en résumé, que fermer une classe entière pour un cas positif, c'est exagéré. Non. Si l'enfant, par exemple, a des symptômes, a eu de la toux, et vraiment des signes respiratoires, etc., ça peut être logique de fermer la classe, de dépister autour pour faire une bonne enquête. Si c'est un gamin qui va très bien, mais on l'a obligé à faire le test et qui est positif et qu'il n'a aucun symptôme, ça n'a aucun sens. Et là, on voit ça de façon... Oui, mais il peut contaminer les autres. Non, parce que c'est des faux positifs. C'est des faux positifs, oui. Parce que vous savez que c'est un peu technique, mais quand on fait Donc il ne contamine pas ceux-là. Quand on fait la PCR, la PCR, c'est on amplifie l'acide nucléique, c'est-à-dire l'ARN, c'est un virus ARN, avec une enzyme qui est comme une machine à tricoter qui va le répliquer des millions de fois, et puis on fait des cycles. Normalement, quand on fait une PCR pour un virus, on doit s'arrêter à une 20aine de cycles. Si on va au-delà, on court le risque d'avoir beaucoup de faux positifs, parce qu'on amplifie n'importe quoi. Or, aux États-Unis et en France, on amplifie jusqu'à 45 cycles. En Allemagne, en Italie, ils se limitent aux 20 cycles normaux. Donc, on est en train de générer, mais je pense que c'est intentionnel, je ne comprends pas pourquoi, sinon on est en train de générer une fausse épidémie avec des milliers de cas partout qui ne sont pas des gens malades. Et moi je vois, j'ai un collègue qui était paniqué parce que sa fille qui travaille dans une grande entreprise à la Défense, ils ont testé toute la tour et puis il y a eu des cas positifs, des gens qui étaient en parfaite santé, qui s'apprêtaient en parfaite... Oui, mais alors qu'est-ce qu'on fait? C'est ce que disait Cécile. Qu'est-ce qu'on fait finalement? Que ce soit une classe, au travail, quand il y a un cas on positif. arrête de dépister des gens en bonne santé. C'est un délire total quand le ministère de la Santé dit on fait des millions de tests. Chez les gens, moi, je suis horrifié quand je vois je suis passé dans des rues à Paris, on voit devant les laboratoires de biologie, il y a 100 mètres de queue. Mais et des gens qui font des tests toutes les semaines. Le test doit être... Oui, mais il y a des gens qui ont besoin de savoir, qui sont en contact de personnes âgées, de personnes fragiles. Voilà. Quand c'est dans l'entourage d'un cas où il y a un cas, etc., c'est ciblé. Le test devait être remis dans les mains des médecins. Ça devrait être sur prescription médicale, en ciblant. Faire des tests comme ça en population générale. Alors, les gens disent c'est gratuit, j'y vais, ils font la queue. C'est n'importe quoi parce que dans les gens dans la queue, il va y avoir des gens qui ne sont pas du tout malades, qui vont être détectés positifs. Ça va être panique à bord, on va isoler tout le monde, fermer le bureau. Et l'inverse est possible? Des gens qui pourraient avoir et qui sont testés négatifs à peu près. Aussi. Et il y a, bien sûr, parce que le test, les couvillons, c'est-à-dire le petit truc qu'on rentre dans le nez, va pas toujours assez profond. On l'a bien vu quand on était en pleine épidémie, il y avait beaucoup de malades à l'hôpital. Il y avait à peu près 30% des gens qui avaient la maladie à l'évidence. Ils avaient tous les signes, l'atteinte pulmonaire, ils avaient perdu le goût, l'odorat, qui est quand même très spécifique. Donc, quelque part, vous rejoignez un peu le professeur Delfrécy ce matin, qui dit que c'est pas très bien fait tout ce que l'on fait et que le dépistage massif, il faudrait recadrer un petit peu les choses et suivre les vrais malades. Mais moi, je l'ai vécu dans d'autres situations. Moi, j'ai été expert pour la tuberculose à l'Institut
l'Institut Pasteur, etc. Quand les tests sont arrivés, les gens ont dit on va passer tous les hôpitaux au dépistage du test de la tuberculose. Si moi, demain, je vais au ministère de la Santé, je fais un test Covid, il y a peut-être plus de 1000 fonctionnaires. Sur 1000 fonctionnaires, je trouve 30 cas tout de suite qui sont en parfaite santé. Je le fais le même test avec la tuberculose, je trouve 30 tuberculeux au ministère de la Santé. C'est totalement délirant d'un point de vue microbiologique, épidémiologique. J'ai toujours appris ça de mes maîtres en infectiologie. On ne fait pas des tests de dépistage massifs qui ont des faux positifs sur des populations en bonne santé. Ouais. Et ça, c'est juste pour instrumentaliser une fausse épidémie. Alors, je ne suis pas un dénégateur, l'épidémie existe toujours. Il y a toujours parce que là, on va vous accuser de complotiste. On va y revenir dans un instant. On va au standard. 0826 300 300 avec Élodie qui nous appelle de Carlepont. Et merci à Mohamed de nous avoir parlé. Oui. Bonjour Élodie. Oui, bonjour à tous. Bonjour professeur Perron. Je suis très contente de voir que c'est professeur Perron qui est là aujourd'hui. Oui. Donc je vais lui poser une petite question. Étant malade de la maladie de Lyme, ayant transmis à mes enfants la maladie de Lyme, aujourd'hui je me pose beaucoup de questions justement par rapport au coronavirus. Donc j'ai 2 enfants qui sont scolarisés en collège et en lycée. Donc ils sont masqués toute la journée. Le dernier est en CM2, donc je lui demande de porter le masque parce que j'ai peur qu'il attrape ce virus en plus de sa maladie de Lyme. Par contre, à la cantine, plus de masque, plus de distanciation sociale, tout le monde sont tous les uns sur les autres. Ça veut dire quoi? Que les institutions scolaires, le virus ne va pas à la cantine. Je me pose beaucoup de questions par rapport à ça. On ferme des écoles. Est-ce que c'est vraiment, comme il disait tout à l'heure, je ne vais pas le faire répéter, mais est-ce que c'est vraiment nécessaire? Est-ce qu'il faut vraiment que nous, parents, on ait peur? Est-ce que ça peut avoir un impact sur des personnes comme nous qui ont déjà un système immunitaire fragilisé? Et est-ce qu'il faudra qu'on se vaccine? Parce que si un vaccin sort pour le coronavirus, est-ce qu'on aura un intérêt à se vacciner par rapport à nos pathologies qui sont là déjà depuis des années? Oui. Alors le professeur Perron, je le précise au passage, qui est grand spécialiste de la maladie évidemment de Lyme, donc qui a écrit un livre dessus. Oui, absolument. Oui. Alors moi je rassure Élodie. Je rassure Élodie. D'abord, les enfants font très peu de maladies sévères. Il y a eu quelques cas qui ont été médiatisés avec des enfants qui ont fait des formes graves, mais c'est rarissime. Et même la maladie de Lyme n'est pas forcément un facteur favorisant de faire une forme grave de Covid. En revanche, ce que j'ai vu, moi, dans mes malades de Lyme, puisque j'en suis beaucoup, ils m'ont écrit, ils m'ont téléphoné, parce que moi, j'utilise beaucoup l'hydroxychloroquine pour la maladie de Lyme chronique, une molécule merveilleuse qui marche sur des bactéries, des parasites, des virus, et ça marche très bien. Moi, mes malades qui ont été sous hydroxychloroquine pendant la pandémie, ils ne sont pas tombés malades, contrairement à d'autres. D'ailleurs, il y a maintenant des publications internationales qui confirment ça. Donc moi, je suis pas inquiet pour les enfants dans les écoles. Il peut y avoir de la transmission de virus, mais ils ne font pas des formes graves. Bon, voilà, on va continuer dans un instant. Parce qu'on a encore des appels au standard. Des appels au standard, et puis il y a beaucoup de questions, notamment sur Big Pharma, justement. Et puis, parce que vous dites, on veut instrumentaliser. Qu'est-ce que vous voulez dire par là, professeur Perron? Vous allez tout nous dire dans un instant sur Sud Radio. Nous sommes ensemble jusqu'à 10h. Il est 9h47. Ce matin, Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus. 9h50 et on continue ce matin avec le professeur Christian Perron qui est avec nous. Y a-t-il une erreur qu'ils n'ont pas commise concernant la gestion du Covid-19? Et vous continuez de nous appeler 0826 300 300. Oui, et c'est Karine, c'est ça qui est avec nous? Karine qui est avec nous, qui nous appelle de Levallois. Bonjour Karine. Bonjour Karine. Oui, bonjour à tous et bonjour au professeur Perron. Merci d'avoir le courage de vous opposer à la doxa et de partager vos connaissances avec nous. Je me permets de vous poser 2 questions. On parle peu des personnes qui ont eu la maladie, qui ont développé le Covid et des séquelles et de ce qu'il en sera donc à venir. C'est-à-dire, est-ce que vous voyez aujourd'hui des personnes, parce que moi j'entends certains généralistes, j'ai eu l'occasion de parler avec des médecins généralistes et qui disent qu'ils voient des malades qui ont d'abord des formes bénignes et puis qui reviennent et qui font des rechutes. Alors est-ce que ce sont des recontaminations? Est-ce que ce sont des rechutes dans le sens où le virus resterait finalement à l'état latent dans le corps
encore et serait réactivé dans certaines circonstances. Est-ce qu'on le sait maintenant de façon certaine ou pas? Est-ce que finalement ces personnes vont développer des formes chroniques parce que des organes ont été attaqués, endommagés de façon irréversible? Ça, c'est votre première question, Karine. Première question. Et deuxième question, justement pour aider, entre guillemets, les médecins généralistes à établir leur diagnostic, parce que de plus en plus, il y a une sorte d'écran de fumée avec ce Covid qui, effectivement, angoisse quand même pas mal de monde. Et du coup, je veux dire, ils en oublient les autres pathologies. Tout est finalement regardé à travers le prisme d'un Covid possible. Est-ce qu'il y a des bases de données maintenant sur les tableaux cliniques qu'on peut observer dans les différents hôpitaux pour savoir voilà, quel type de symptômes les patients peuvent développer? Est-ce que, par exemple, il y a des formes d'attaques digestives sur les organes digestifs importantes ou pas? Alors, ma question, effectivement, sur les séquelles, professeur Perron. Ce qu'on appelle le syndrome post-Covid est très fréquent, parce que moi, j'ai eu des témoignages de beaucoup de collègues dans les hôpitaux en France. Ils sont envahis dans leurs consultations de milliers de gens qui disent: j'ai eu le Covid, bon, ça s'est pas trop mal passé, j'ai survécu, mais maintenant je suis une loque, je peux plus travailler, j'ai mal partout, j'ai des problèmes de concentration, de mémoire. Alors, ce qui est très curieux, c'est que c'est exactement les mêmes symptômes que la maladie de Lyme chronique. Alors, tous ces symptômes chroniques, c'est pas la maladie de Lyme. Maintenant, je suis en train avec des collègues au niveau international, on a créé un petit peu le terme de crypto-infection. On est tous porteurs de bactéries, de virus, de parasites qui dorment, qui se réveillent, dont la borrelia de la maladie de Lyme, qui génère plein de troubles dans le corps. Donc moi, c'est ma conviction depuis des années, parce qu'on a vu pareil après la mononucléose infectieuse, le cytomégalovirus, le chikungunya, la dengue, le paludisme, des gens après une maladie aiguë qui guérit ont ce syndrome chronique, donc qui n'arrivent pas à se sortir. Et quand on regarde, eh bien, on voit que c'était montré pour les syndromes post-chikungunya, que l'hydroxychloroquine les améliorait beaucoup. Alors ça avait été abandonné parce que certains médecins avaient vu que les gens s'aggravaient au début sous hydroxychloroquine, parce que dans la maladie Lyme, c'est très connu, un produit qui marche aggrave au début. Oui. Ça avait été abandonné. Donc moi, je suis convaincu que tous ces syndromes post-Covid sont le réveil d'infections différentes. Le virus n'est plus là. Mais après, moi, si je dis ça, on va dire, mais tout ça n'est pas prouvé, je le reconnais, il faudrait faire des bonnes études, que les gens aient l'esprit ouvert pour accepter ce concept qui s'est montré à plusieurs reprises. Après, sur la deuxième partie, c'était sur les tableaux, en fait. Les tableaux un petit peu atypiques, et la preuve de tout ça. Malheureusement, quand on a la maladie aiguë prouvée par la radio, la perte de l'odorat, du goût, les tests dans le nez peuvent être pris en défaut dans 20-30% des cas. Donc on n'a pas toujours la preuve virologique, mais on a la preuve clinique. Après, il y a beaucoup de tableaux atypiques. Il y a des gens qui n'ont fait aucun problème respiratoire, qui ont eu mal au ventre et de la diarrhée, d'autres qui ont eu des troubles bizarres à droite à gauche. On est en train de découvrir tout ça, donc le tableau n'est pas uniquement le tableau de l'infection respiratoire et de la pneumonie. Il y a d'autres choses. Alors pourquoi vous dites, avec les dépistages et la stratégie actuelle des autorités, qu'il y a une instrumentalisation? Vous l'avez dit tout à l'heure. Mais comment? C'est-à-dire politique, des labos, de qui? Parce qu'on veut faire peur aux gens pour leur imposer le vaccin, moi je pense, parce que je ne dis pas que l'épidémie est terminée, elle est toujours là, je ne suis pas un dénégateur, il y a des morts, il y a des gens en réanimation, mais je suis entièrement d'accord, mais quand on regarde les chiffres, il ne faut pas non plus perdre sa raison. Mais quand on nous annonce un nombre de cas totalement irrationnels, c'est uniquement des résultats de tests qui ne sont pas fiables. C'est tout ce que je dis. Oui, mais il faut quand même, pour toute maladie, on essaie de chercher un vaccin. C'est normal, parce que vous-même, vous l'avez dit tout à l'heure, on n'est pas à l'abri que le virus devienne par la suite plus méchant. Je suis d'accord pour la recherche sur le vaccin. Ce qui, je trouve, après on verra comment ça évolue dans les semaines et les mois qui viennent, on a l'impression que tout le monde veut nous imposer le vaccin, que même le ministre a dit si ça se trouve, on le rendra obligatoire. Alors avec des vaccins qui n'auront même pas le temps d'être évalués correctement, parce que le vaccin grippal, quand il y a eu la pandémie, c'était très différent. Des vaccins grippaux, on en fabriquait depuis très très longtemps. Donc les industriels savaient comment fabriquer un vaccin antigrippal. On l'a adapté à la nouvelle souche. C'était pas une révolution. Là, on n'a jamais fait de vaccin contre le coronavirus. C'est un truc tout nouveau. Donc il faut développer des nouvelles techniques.
Il faut vérifier la tolérance, etc. C'est beaucoup plus long que prévu. Ça se fait pas en 3 mois. J'ai jamais vu faire ça en 3 mois. Oui. Donc, oui, mais heureusement que les labos travaillent et mènent justement, font de la recherche là-dessus. Ça, vous n'êtes pas contre. Je suis pas du tout contre. Oui. Où je suis contre, c'est qu'on nous dit de toute façon, on n'aurait pas le choix, vous serez vacciné. Et tant que vous ne serez pas vacciné, on va vous imposer le masque. C'est ça qui ne va pas. L'hydroxychloroquine, un dernier mot quand même dessus. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a encore des médecins qui la prescrivent? Parce qu'on sait qu'il y a eu des décisions de prise pour l'interdire. Alors ces décisions sont vraiment catastrophiques parce que quand on regarde toutes les études internationales, il y en a eu plein qui sont sorties dans différents pays récemment, elles sont toutes largement en faveur de l'hydroxychloroquine. Même si c'est pas le médicament miracle, quand même. Ouais, c'est quand même miracle parce que ça, plus l'azithromycine, vous avez plus de 95% de guérison si c'est donné suffisamment tôt. Ouais. C'est prouvé. Suffisamment tôt, c'est dans les 3-4 premiers jours. Pas forcément, ça peut être un peu plus tard, mais il ne faut pas le faire le jour où vous allez passer en réanimation, que vous étouffez complètement. Là, ça n'a plus grand intérêt. Maintenant, c'est largement prouvé dans toutes les études, malheureusement. Et là, je pense qu'il y a des gens qui sont derrière pour faire de la désinformation. C'est pas possible autrement. On voit des articles qui sortent. L'hydroxychloroquine ne sert à rien. Quand on épluche les études, elles sont archi nulles. Ils tiennent pas compte de toutes les études publiées. Ouais. C'est complètement biaisé. Notamment une soi-disant méta-analyse, analyse de toutes les études menées par un petit groupe de jeunes, un interne en médecine avec quelques collègues suisses. C'est du grand n'importe quoi, ces études. Malheureusement, elles ont été publiées dans des journaux qui ont pignon sur rue. Et ça fait des dégâts. Quand l'étude du Lancet, qui était totalement frauduleuse, le Lancet l'a reconnu, ils l'ont rétracté. Ça a eu un impact sur la mortalité gigantesque dans le monde entier. Personne n'en parle. Il y a des gens qui ont analysé... Parce que dans beaucoup de pays prescrivaient la chloroquine, ils avaient une mortalité qui baissait régulièrement. Les médecins ont lu le Lancet, ils ont dit zut, on n'aurait pas dû. Ils ont arrêté de prescrire pendant 2-3 semaines. On a vu un pic de mortalité. Donc c'est prouvé. Donc il faut arrêter de dénigrer l'hydroxychloroquine. Et quelquefois je nuance l'intérêt du vaccin. Quand on a un médicament avec l'azithromycine qui marche dans plus de 95% des cas, s'il y a des cas dans les EHPAD chez les personnes âgées, il suffit de faire des stocks dans les EHPAD et l'épidémie elle est terminée, ou en tout cas les cas graves peuvent être traités immédiatement. Merci professeur Perron d'avoir été avec nous depuis 9h15 ce matin, toutes vos questions.